vers 1400, dans le Moyen-Âge finissant, à quoi ressemble la cité de Liège? Eh bien, cette ville emmuraillée s'étend sur environ 200 hectares. Ce n'est pas une grande ville, par comparaison aux cités flamandes qui l'ont depuis bien longtemps rattrapée. Elle n'est plus le joyau du Nord qu'on s'empressait de comparer autrefois à Athènes. Liège comptera environ 33 000 habitants au moment de sa destruction par le Téméraire. Ce n'est pas tellement au regard de la population d'une ville comme Bruges, qui en comptait le double. En ces temps où la guerre de 100 ans ravageait le royaume de France, Liège ne pouvait échapper aux difficultés de ses puissants voisins, aux hivers devenus plus froids, aux épidémies, aux famines plus nombreuses. Néanmoins, elle demeurait une cité débordante de vitalité et fort riche. La vie religieuse était sa substance principale. N'oublions pas que 6 papes avaient vécu entre ces murs, dont 2 anciens chanoines de Saint-Lambert. En 1333, Pétrarque, en visitant notre cité, avait été frappé par la multitude de religieux qu'on y croisait dans les rues. Ce clergé puissant nourrissait les nuées. Ainsi, les fêtes religieuses ponctuaient la vie publique et ornaient de processions fréquentes les rues pavoisées, spectacle principal des Liégeois d'alors. Tu pourrais me raconter comment était Liège à l'époque alors? Il faut te représenter d'abord une forêt d'églises. 7 collégiales, 2 monastères, 27 paroisses au total. Ça doit faire du beau monde en Chasuble, ça alors. C'était pas tout. D'autres communautés de moines vont s'installer dans les faubourgs. Alors d'abord les cisterciens du Val-Saint-Lambert ou du Val-Benoît, suivis bientôt par les Prémontrés, les frères mineurs, les dominicains, les carmes. Ouais, mais sans oublier les Guillemins aussi. Ah, les Guillemins, en 1287 en effet, le prince-évêque Jean de Flandre autorisait les moines bénédictins de l'ordre de Saint-Guillaume, les Guillemins, à s'installer dans le village d'Avroy, au milieu des champs et des potagers. D'où l'explication d'un nom, les Guillemins, encore incompréhensible pour grand nombre de nos concitoyens. La reine des églises était la cathédrale Saint-Lambert, alors emmitouflée d'échoppes. En 1391, une tour de 134 mètres de haut était achevée. Prodigieux accomplissement pour l'époque. La cathédrale gothique, de volume comparable à celui des plus grands édifices religieux de l'époque, Notre-Dame de Paris, cathédrale de Cologne, constituait le plus bel ornement de la cité. La ville jouissait d'un charme incontestable. D'immenses jardins, des vergers, des vignobles, des potagers ornaient les pentes des collines des alentours, mais aussi l'intérieur des murailles, où tout n'était pas laissé aux bâtisseurs de maisons, la plupart en bois, même si l'on peut facilement imaginer l'enchevêtrement des ruelles. Plusieurs, d'ailleurs, étaient de vrais coupe-gorge, car mal famés. Les princes multiplièrent des ordonnances pour faire fermer les bordels, les bains publics, comme ceux de la rue de l'Étuve à la réputation douteuse, mais en vain. Donc les bains publics étaient... Des lieux de perdition, absolument. Ouais, comme certains saunas aujourd'hui en fait. Oh, c'est pas gentil pour les saunas, mais oui. En plus, j'ai une amie qui habite rue de l'Étuve, donc je vais aller m'empresser de dire à cette snob qu'elle habite dans une ancienne rue à bordel. De nombreux quartiers actuels ont gardé l'allure qu'ils avaient il y a 600 ou 700 ans. Il suffit pour s'en rendre compte de traverser la rue Neuvis ou le quartier de Rotture. Au Moyen-Âge, les boulevards n'existaient pas. Cette densité dans le bâti d'ailleurs n'était pas sans causer quelques soucis. La crainte principale n'étant pas toujours l'épidémie ou l'émeute, mais l'incendie. Les bâtiments en bois se tenaient serrés les uns contre les autres et les flammes passaient facilement de l'un à l'autre. Les gens vivaient les uns sur les autres.
une majorité d'enfants. Thomas d'Aquin n'avait-il pas dit « Tout foyer n'est pas parfait s'il n'y a pullulement d'enfants ». Contrairement à l'idée reçue, le Moyen-Âge aimait les petits, même si la dureté de la vie faisait conseiller aux parents de ne pas trop s'y attacher. Enfin, les rues étaient un théâtre. On s'y insultait copieusement. Ainsi, la loi du murmure dut interdire les colibés sous peine d'amende en 1343. Les chroniqueurs en usaient sans ménagement, tel Jean d'Outremeuse, qui baptisa un obscur personnage de ribot flairant, c'est-à-dire de manant à l'odeur corporelle envahissante. L'esprit liégeois était volontiers frondeur et imagé. Bah, toujours maintenant, le wallon est une langue truculente. T'as un exemple précis Bah, bien sûr, innocent moussiasso. Ce qui veut dire Ah, tu sais pas. Bah, c'est dommage pour toi. À Liège, un arrogant patriotisme se faisait entendre à chaque occasion. Cette populace, d'ailleurs, était celle qui s'émouvait sur une simple rumeur. Alors on sonnait le tocsin et les métiers couraient s'assembler sous leur bannière autour du perron. Liège était sale, aucun égout. L'habitant évacuait ses déchets par les rues, nourriture des porcs qui y vagabondaient librement. La boue était partout, surtout dans les villes nordiques où il pleut souvent. À Nuremberg, en Allemagne, les bourgeois se déplaçaient sur des patins pour éviter de s'enfoncer dans cette vase nauséabonde. Les rats abondaient. Leurs puces diffusèrent en 1348 la bactérie de la peste noire venue de Crimée. Bah, j'imagine que comme aujourd'hui, à l'époque, il y avait des quartiers riches et des quartiers pauvres. Oui, il y avait des mendiants, des indigents, des chômeurs qui grouillaient dans certains quartiers tendant la main autour des églises. Et déjà, 1 millier de ces misérables étaient pris en charge par les religieux. Et puis Liège avait ses maudits. Une léproserie ornait le sommet du Cordillon dès 1176. Une quoi? Un hôpital pour lépreux. Je devrais dire un endroit où les lépreux étaient abandonnés. Et on organisait déjà des distributions gratuites de vivres à l'époque? Oui. La charité est une obligation pour tout chrétien. Et déjà aussi, des indigents contrefaisaient les infirmités pour soutirer des aumônes. Déjà? Déjà. À l'ombre de la gigantesque cathédrale, la vie était bruissante de vie. Groupée en 32 métiers, la nuée des artisans et des ouvriers alimentait la richesse des grands. Une grande foire se tenait dans la cité, mais les artisans ne l'appréciaient pas. Cette exposition de produits étrangers faisait de l'ombre aux productions locales. Déjà, les industries textiles avaient ainsi disparu en raison de leur essor dans les villes de Flandre. On l'ignore souvent, mais l'exploitation de la houille chez nous n'est pas le fait de la révolution industrielle. En 1920, la région liégeoise comptait 70 puits d'extraction du charbon. C'est à Liège même que fut découvert ce combustible en Europe, par un paysan de Plainevaux, nommé Ulos, lequel, ayant trouvé un morceau de charbon au Publémont, en expérimenta les propriétés. Il lui donna son nom, qui se transforma en oeil, lequel passa en français en houille. Les premiers gisements de charbon autour de Liège apparurent vers 1200. Certes, Marco Polo avait ramené de Chine l'anecdote de la pierre qui brûle, mais à Liège, au même moment, on exploitait depuis longtemps cette richesse naturelle, disponible facilement car particularité assez rare. Le charbon liégeois était disponible sur le sol même, sans devoir creuser. On en trouvait un peu partout, à Anse, au Val-Saint-Lambert ou sur les hauteurs de Glun, à Montenier, contraction de montagne à Liège, et Grasberleur surtout. L'abbaye de Saint-Laurent possédait une houillère dans le bois de Saint-Nicolas au XIVe siècle. Le charbon abondait à Liège.
au point que les particuliers en trouvaient de grandes quantités dans leur jardin. Là où le gisement semblait plus conséquent, on creusait une bure, c'est-à-dire un puits d'extraction verticale, d'où le nom du quartier de Buranville. Au Moyen-Âge, ces puits pouvaient atteindre 100 mètres de profondeur. Un treuil faisait monter ou descendre au bout d'une corde un simple panier avec lequel on sortait le charbon. Descendait et remontait le mineur. Le grand problème était l'inondation régulière de ces puits. Ce furent les Liégeois qui perfectionnèrent le système de drainage par le creusement de puits d'arènes dès le Moyen-Âge. Cocorico! Tu peux.